Donc, nous étions au niveau de la monétisation du leadership qui correspond à la prise en compte du mécanisme d'investissement déjà réalisé contre les engagements. Et tout à l'heure, il y aura des cas pratiques, donc vous allez mieux comprendre à quoi ça renvoie, tout ça. Donc, nous avons parlé de coefficient de copromotion pour montrer la place du PCA. On a parlé du coefficient de contribution au compte courant pour montrer l'implication financière des actionnaires. Nous avons vu le coefficient de prix d'émission pour matérialiser le fait que l'effort des porteurs d'idées doit être pris en compte. Dans le groupe WhatsApp. Pour matérialiser le fait que on doit prendre en compte l'effort des gens qui ont eu l'idée, l'effort des ayants droit, de ceux qu'on trouve, l'effort de ceux qui sont là avant vous. C'est des choses qu'on a suffisamment dit en d'autres lieux. Et nous appelons donc ça le paramètre anti-frustration. Et on dit que c'est un déterminant clé de la valorisation. C'est une méthodologie que nous avons créée. On verra demain les avantages de cette méthodologie. On verra encore de façon plus pratique la contextualisation de cette méthodologie. Il y a un livre que j'ai mis dans le groupe. J'ai demandé 2 personnes pour lire. Il n'y a aucun candidat. Il faut lire et demain faire la présentation. Je ne sais pas, demain c'est quand Jésus, c'est après-demain, je ne sais plus, Jésus. Les modèles, non, demain c'est le cas pratique, c'est après-demain. C'est vendredi qu'on fera les modèles, je crois. Là, je me retrouve un peu. Non, c'est demain soir. Voilà. Demain matin, on va faire le cas pratique et le soir, on fera les modèles. Il faut quelqu'un qui va lire et nous ce qu'il a compris. Pour qu'on puisse faire une comparaison entre le modèle qu'on fait en Occident et le modèle que nous sommes en train de mettre en place pour notre environnement. Donc, voilà donc pour la monétisation du leadership. C'est-à-dire, qu'est-ce qui permet de comprendre que pour créer une entreprise, on n'a pas besoin d'argent, on n'a pas besoin de financement. On a juste besoin d'être un leader. Ça qu'on dit, on ne peut pas être entrepreneur sans être un leader. Alors, le leadership là va mieux se matérialiser à travers le leadership va mieux se matérialiser à travers 3 études de cas que nous allons partager dès maintenant. Nous allons donc aborder 3 études de cas. Première étude de cas, ce sont des études de cas sur le sens des affaires. En anglais, on appelle business acumen. Est-ce que vous avez le sens des affaires? Parce qu'il y a des gens, quand ils se comportent, c'est foireux. Et la plupart des autres hommes d'affaires, quand ils se comportent en affaires, c'est regrettable. Parce qu'ils sont des gens friands d'argent. Pour eux, c'est l'argent et rien du tout. Moins de choses, c'est la prison, c'est la cellule. Moins de choses. Ils sont extrêmement friands d'argent. Je ne sais pas ce qui explique ça, mais malheureusement, c'est comme ça que dans notre environnement, on se comporte. Les gens sont extrêmement friands d'argent. Et être friand d'argent, ce n'est que la matérialisation de la pauvreté. Il n'y a pas de façon d'expliquer ça. Alors, première étude de cas, c'est une étude de cas sur l'acquisition du matériel à l'export. Deuxième étude de cas, on fera la construction des mini-cités. Et troisième étude de cas, on fera l'achat d'un véhicule à crédit. Vous allez donc comprendre comment est-ce que on devrait se comporter dans ces 3 situations pour
être en train de faire les affaires comme ça se doit. Vous verrez que ce n'est pas le comportement que les gens affichent au quotidien. Et c'est pour ça que l'Afrique n'est que moins de 2% du commerce mondial depuis plus de 40 ans. Alors, première étude de cas, un volontaire pour nous lire cette première étude de cas. Tu vas nous le lire à haute voix. Acquisition de matériel à l'export. Dans le cadre de l'implémentation d'un projet industriel, la société déjà constituée a commandé la chaîne de production pour une valeur de 5 milliards de francs CFA en Afrique du Sud. Une avance de paiement de 60% a déjà été effectuée et la cargaison est en instance d'expédition. Après l'ouverture du capital, qui va prendre en charge le paiement de l'État de 40%. Ok. Il se passe qu'à l'instant T, le projet, la société qui existe déjà, la société Mutalayan a commandé du matériel qui vaut 5 milliards. Sur les 5 milliards, ils ont payé 60%, donc 3 milliards ont été payés. On est d'accord? On a commandé un matériel de 5 milliards, il y a 3 milliards qui sont déjà payés. Et voilà comment on considère l'ouverture du capital. C'est international, hein? Il faut 3 mois pour fabriquer, 3 mois pour que ça vienne, pour que ça arrive, 3 mois d'expédition par bateau. Et quand ça arrive, on a encore peut-être même 3 mois d'installation. Donc, on a payé 50% à l'avance aux fournisseurs, qui est, disons, en Norvège. On lui a commandé le matin, on a payé déjà 3 milliards, il manque 2 milliards à payer. Les 2 milliards sont à payer quand ça arrive au port. Disons ça comme ça. Là. Quand ça arrive au port de crédit, on paye 2 milliards. On est d'accord? Maintenant, voilà qu'on a commencé l'opération d'ouverture de capital. Ça veut dire que la société, les actionnaires vont changer. La société va changer demain. On se comprend bien. La société va changer demain. Ça veut dire que ça vous appartenait à 100%, maintenant ça va vous appartenir à 80% par exemple, soit nous 20%. On est d'accord? Ça va vous appartenir à 80%. Okay. C'est linéaire. Donc on connaît c'est pour que vous compreniez quelque chose. C'est pas pour qu'on discute dans le but. La question qu'on pose c'est que qui va prendre en charge le paiement du syndicat de 40%? En fait, elle dit que c'est linéaire, dans tous les cas, c'est la société qui paye. Mais un bonhomme qui a acheté votre société à 100%, on est d'accord, il a tout acheté votre société. Parce qu'on devait livrer la machine. Pour le temps, on a payé 3 milliards. Quand la machine arrive au port, il réceptionne les montants. On dit paye 2 milliards, il va payer. Quand tu vas payer. Non, d'accord, oui, quand tu vas payer, on a donné pour toi. Quand tu vas payer, tu vas un non. Pourquoi tu ne payes pas? Parce que moi, j'ai une partie de pourquoi tu ne payes pas? Pourquoi tu ne payes pas? Tu loues une maison, le voisin dit devant mettre 400 000. Tu vas payer les 400 000. Tu as loué une maison, le voisin dit donc tu as acheté une maison. Ton voisin dit hey, l'autre jour ton toit était tombé sur ma maison. Donne-moi les 400 000. C'est de ça qu'il s'agit, non? Tu as acheté une maison. Cette maison doit 400 000 au voisin. Tu vas payer les 400 000. Bon, tu dois 4 milliards au voisin. Tu achètes une maison, un jour quelqu'un vient te dire que donne-moi 4 milliards. Que la maison-ci me doit 4 milliards. Est-ce que c'est toi qui étais là quand il y a eu le bon de 4 milliards? Est-ce que tu vas donc payer les 4 milliards? Ah. On est dans le mécanisme de dépense. 60%, 3 milliards sont dépensés.
voyez que la tendance, c'est que celui qui vient dans la nouvelle maison tient compte de ce qu'il voit. Est-ce qu'il connaît les engagements que le vendeur avait avec les voisins? Non. Est-ce qu'il doit donc payer les 2 milliards? Il y a eu un engagement entre l'ancien propriétaire de la société et le fournisseur. La machine qu'on va acheter au port, elle vaut combien? Elle vaut combien? 5 milliards. 5 milliards. On a déjà payé 3 milliards, il manque 2 milliards. Est-ce que le nouveau acquéreur doit payer les 2 milliards? C'est ça le problème. Ça veut en fait dire que dans l'opération de vente, la machine qui est autour des publics, que le nouvel acquéreur va sortir pour 5 milliards, mais celui qui vend la machine, qui va la société, supposons qu'il n'y a que la machine là dans la société, il va vendre la société à combien? Disons comme ça. À minimum 5 milliards, non? Non, 5 milliards ou 3 milliards en passant. Il a déjà dépensé 3 milliards. Bon, 3 milliards. C'est pas évident, hein? Il dit 3 milliards parce qu'il a déjà dépensé. Minimum. Oui, 3 milliards parce qu'il a dépensé 3 milliards, c'est pas ça. Est-ce qu'il va vendre la société à 5 milliards? Non, ils sont de bénéfices. Là, ça va compliquer. Il ne veut pas avoir de bénéfices, n'est-ce pas? Il va vendre la machine à 5 milliards, il va vendre la société à 5 milliards, ou bien il va vendre la société à 3 milliards. C'est ça la question. Il va vendre à 3 milliards. Parce qu'il a dépensé 3 milliards. C'est ça, non? Et le gars donc qui va acheter la machine à 3 milliards, la machine est au port d'équilibre, le fournisseur l'appelle, te donne-moi 2 milliards. Il doit donc donner 2 milliards ou pas? La machine a été vendue à combien? 5 milliards. La machine a été vendue au nouvel acquéreur à combien? La machine vaut combien? 5 milliards. Donc le nouvel acquéreur, quand il va arriver au port, il doit payer 5 milliards, il doit compléter les 2 milliards ou pas? Le sens des affaires, logiquement, les affaires, c'est la logique, c'est le bon sens. La machine vaut 5 milliards, non? Hein? Et on a dit que l'autre banque s'en bénéficie, donc il n'a pas bradé. Il a donc vendu la société à 3 milliards. Le nouvel acquéreur, donc, quand il reçoit la marchandise au port, et le fournisseur qui est en Norvège lui dit envoie-moi 2 milliards, c'est la société qu'on écrit. Ce n'est pas un individu. Est-ce que le nouveau investisseur doit donc décaisser les 2 milliards qu'on lui dans la machine? Oui. La machine est déjà à lui en tout cas. Est-ce qu'il doit envoyer 2 milliards en Norvège? La machine vaut 5 milliards, pas de problème. Maintenant, si vous avez acheté les enfants à 3 milliards. Dans le bon sens, vous êtes obligé de clôture de cette machine. Donc il doit payer les 2 milliards, c'est pas ça? Est-ce qu'on s'est compris? Ok. Le gars qui a vendu met son bénéfice 100% en vendant la machine. On est d'accord? Il met son bénéfice 100% en vendant la machine. Vous allez la vendre la machine à combien? À 3 milliards. Et s'il va avoir un bénéfice de 3 milliards, un bénéfice de 100%, ça veut dire qu'il va vendre la machine à combien? À 6 milliards. À 6 milliards. Donc le 2 là, c'est ça qu'on appelle le coefficient anti-frustration. L'effort, il est parti en Norvège combien de fois? Il a rencontré le fournisseur où? En Chine. Lors d'une fois en Afrique du Sud. Il a communiqué avec le fournisseur longtemps, non? C'est pas ça. Il a même eu d'autres fournisseurs qu'on a même frappé. C'est pas le ça, il a eu d'autres machines qu'on a frappé, il n'a pas compris, il a expliqué. Il a
qui a envoyé des ingénieurs qui sont partis en Norvège 4 fois. C'est pas ça. Il est parti en Norvège 4 fois. La société a pris en charge le billet d'avion, la nutrition et tout et tout. C'est pas ça? Est-ce qu'on se comprend? Ok. Donc, je dis maintenant, il veut faire 100% de bénéfices. Donc, son coefficient d'antifluctuation, c'est 2. Est-ce qu'on se comprend? Alors, comme il avait vendu à 3 milliards, comme vous avez dit qu'il devait vendre, qu'il a vendu à 3 milliards, c'est qu'il a dépensé, non? Vous allez voir d'où naît la frustration. Il a dépensé 3 milliards, alors il vend à 6 milliards. Le gars achète à 6 milliards, donc il n'y a pas de problème. On a dit qu'il doit tenir compte des efforts des autres, non? Le gars achète donc à 6 milliards. Non, même nous descendons l'effort. Le gars achète à 3 milliards, il vend à 6 milliards. Est-ce qu'il faut réfléchir? Non. Il a dit ça marche. Est-ce qu'on est d'accord? Dans ce cas, il a mis la marge sur quoi? Sur ce qu'il a dépensé ou sur la valeur de la machine. Non, on a dit que la machine qui est au port pour 5 milliards. Mais le gars a acheté à 6 milliards. Parce que celui qui a vendu a eu son bénéfice de 3 milliards. Est-ce qu'on se comprend? Le gars a son bénéfice de 3 milliards. Oui, mais le gars a mis son bénéfice sur quoi? Sur l'argent qu'il a dépensé. Et non sur la valeur de la machine, qui était de 5 milliards. Donc en temps normal, il devait vendre, s'il veut faire 100% de bénéfices. Hein? Vous allez comprendre pourquoi. S'il veut faire 100% de bénéfices, il doit donc vendre la machine à combien? À 10 milliards. À 10 milliards. Le gars qui achète, est-ce qu'il a un problème d'acheter la machine à 10 milliards? Non. Non. Et quand la machine va arriver au port, il va sortir une machine de 5 milliards. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un d'autre qui a acheté et le lui a vendu. Le gars met sa marge. On est d'accord? Maintenant, où est l'erreur? L'erreur, c'est que le gars n'a pas mis sa marge sur l'engagement, sa capacité à négocier le crédit de 2 milliards. Est-ce qu'on se comprend maintenant? Quand il vend en 6 milliards, c'est qu'il a dépensé, c'est qu'il a sorti comme argent. Il n'a pas mis ses marges sur les 2 milliards qu'il a réussi à obtenir chez le fournisseur. Est-ce que c'est tout le monde qui peut accepter de vous donner le crédit de 2 milliards? Non, c'est comme simple. Est-ce que c'est tout le monde qui peut accepter? Il faut qu'on soit d'accord. Est-ce que c'est tout le monde qui peut accepter de vous faire un crédit de 2 milliards? Non, non. Alors pour que le gars accepte d'envoyer la machine, pour qu'on paye quand c'est arrivé au port, ou bien même 6 mois, ou même 1 an après, il faut du leadership ou pas? Il faut. Donc, comprenons-nous bien. Si donc le gars ne tient pas compte de la monétisation, non, ne tient pas compte, si le gars ne met pas le bénéfice sur les 2 milliards, il est perdant ou pas? Non, si le gars ne met pas le bénéfice sur les 2 milliards, il est perdant ou pas? Il sera frustré. Il faut qu'on se comprenne bien. Il sera frustré. Donc le problème, ce n'est pas qu'il paye les 2 milliards. Parce que c'est la société qui paye. Il faut qu'on se comprenne bien. C'est la société, le matériel au nom de la société. C'est au nom de l'actionnaire. Je dis ça pour que vous enlevez les espèces de vos têtes. Mais celui qui achète à 5 milliards, revend à 6 milliards, pour que la société paye les 2 milliards de dettes en Norvège. Il a tué le projet. Celui qui accepte d'acheter à 6 milliards, sans se rassurer que le bénéfice du gars
compte des 2 milliards qu'on n'a pas encore payés. Mais aussi, il est un mauvais acheteur, il est un mauvais investisseur. Est-ce qu'on se comprend maintenant? C'est pour ça qu'on a toujours dit à chaque temps, l'investisseur, le porteur du projet. L'investisseur, le porteur du projet. Attention, vous devez savoir faire des affaires. Si vous triangulez quelqu'un, c'est le perdant-perdant que vous avez de faire. C'est ça qu'il dit toujours, si vous voulez travailler avec quelqu'un qui est gagnant-gagnant, fuyez-le. Parce que quand un Camerounais est gagnant-gagnant, méfiez-vous, fouillez même vos poches. Vrai, vrai. Quand un Camerounais est gagnant-gagnant, attention. Il vous a déjà vu depuis, attention. Faites très attention, il vous a déjà vu. Est-ce qu'on se comprend? C'est vrai que ce n'est pas évident et le temps ne permet pas. Ça, c'est toute la journée, mais ça ne va pas suffire. Il faut que se comprenne à 100%. C'est pour ça qu'il y a la machine, il y a l'ordinateur, on a tout programmé, il y a les cabinets, il y a les consultants. N'allez pas, Dangote, on ne lui explique pas ça. Il dit que je signe tout, on dit signe. C'est fini, tout le problème. Ici, là, on va dire que non, tu m'as trouvé, non, dis-moi, c'est où? Tu es sûr que tu vas encore se voir des noms, les gens discutent des petits ou rien. Des conneries qui n'ont ni fait ni queue. Donc la leçon qu'il faut tirer ici et que j'ai noté en commentaire, le cas en soulève le problème de la prise en compte de l'engagement de 40% lors de la valorisation. Donc tout ce que vous faites comme effort, la valorisation permet de mettre ça au devant. C'est ça qu'on appelle la création de valeur. Si vous ne tenez pas compte de ça dans votre entreprise, votre entreprise n'est pas une entreprise durable, elle va mourir. Est-ce qu'on se comprend maintenant? Si vous ne tenez pas compte de ça, elle va mourir. Ok. Allons au deuxième étude de cas. Je pense que vous avez encore sous les yeux. On vient de voir 40% c'est la maturation. 60% c'est la valeur patrimoniale. Donc c'est la dépense qui a été faite. Et notre système des impôts a même fait fort. Parce qu'on ne gère que le cash aux impôts. On ne gère que le cash. Ça veut dire que quoi? Si vous achetez cette machine qu'on a achetée à 5 milliards, le GICAM a fait qu'une année, peut-être 10 ans ou 8 ans, le gouvernement a dit ceci. Quand un gars du GICAM achète cette machine, il y a la TVA dessus. N'est-ce pas? Ou bien il vend la machine à 5 milliards et on paye seulement 3 milliards. Vous comptez maintenant la TVA, non? L'État dit que sur les 5 milliards, il y avait la TVA de 20%, par exemple. Donc 1 milliard. L'État demande à la société de payer les 1 milliard à l'État, de reverser les 1 milliard. C'est pas ça. Alors qu'on ne tente pas encore payer 1 franc. Vous voyez où il y a problème? Tu as vendu la machine à 5 milliards. Le client n'a pas encore payé. Mais l'État demande que tu payes 1 milliard de TVA collecté. Est-ce qu'on se comprend? L'État demande qu'on paye 1 milliard de TVA collecté. Parce que tu as facturé à 5 milliards, il y avait la TVA dedans. L'État demande de reverser la TVA collectée. Qui a de 1 milliard, bon, ce sont les factures, qui a de 1 milliard. Le GICAM a dit c'est pas normal. Nous on a des problèmes de trésorerie. Mais quand 1 milliard vous payez, puisque le gars n'a pas encore payé. Et vous savez ce qu'on a fait, et qu'on n'aurait jamais dû accepter. L'État a donc dit ok, payez-nous la TVA sur ce que vous encaissez. Et quand on paye la TVA sur ce qu'on encaisse, on a tué le pays définitivement. Parce que les créations de valeur n'existent plus. Personne ne peut accepter de vous vendre sa marchandise quand vous ne payez pas en cash. Et quand vous ne payez pas en cash, est-ce que le produit sort? Est-ce que le produit sort? Le produit ne sort pas. Attendez. Vous attendez, quelqu'un vous dit que je paye demain. Pour peu que l'État va peut-être payer la TVA avant,
que le gars ne te paye. Est-ce qu'on se comprend? Alors que les entreprises auraient dû gérer leurs problèmes avec l'État, sans impliquer les engagements avec les fournisseurs ou les clients. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Là, je suis au niveau de l'entreprise, je suis au niveau de l'État. Parce que la comptabilité normale, c'est une comptabilité des engagements. Mais toute notre économie a été ramenée à les paiements en espèces. Est-ce que le chèque passe au Cameroun d'abord? Quand il y a quelqu'un qui fait un virement de 40 millions, il me dit qu'il y a 25 millions, donne-moi. Vos virements là, tu as 25 millions là, dans le sac, donne-moi mon argent. Le gars peut faire 25 millions en espèces sur 40 millions d'un virement que tu as fait demain. Tu dis que tu as même déjà fait le virement, comme ça passe en 3 jours. Le gars te dit que si tu as 25 millions, donne-moi ta ligne de virement. Ok, on passe aux études de cas 2. Étude de cas 2, nous disons construction des mini-cités. Un porteur de projet est un membre d'une tontine. Après avoir bénéficié de son cours de tontine d'une valeur de 300 millions, il décide d'investir dans la construction d'une série de 5 mini-cités. Donc chaque mini-cité vaut 60 millions. C'est pas ça? Ok. Les travaux sont achevés et il n'a pas encore entièrement payé les factures de ses prestataires. Les travaux sont achevés, mais il n'a pas encore fini de payer les factures de ses prestataires. Ça veut dire que les 300 millions, il les a, mais il a payé ses prestataires peut-être 200 millions, il manque encore 100 millions à donner à ses prestataires, à ses fournisseurs. Est-ce qu'on se comprend? Ok. Le prix de vente d'une mini-cité étant de 75 millions. À combien un membre de sa tontine peut-il acheter une mini-cité? Allons-y. À combien un membre de la tontine doit-il acheter une mini-cité? Quand vous filmez comme ça, vous mettez dans le groupe WhatsApp. On vous dit ça sans forme de contrôle. Allons-y. À combien est-ce que... Répondez donc. À combien est-ce que... Dis quelque chose. Les dormeurs vont parler maintenant. Donnez un montant à l'avance. À combien est-ce que... Le prix c'est 75... Il a fait à 60 millions, non? Il ne pas 75 millions. Maintenant, à combien est-ce qu'un membre de sa tontine peut acheter une mini-cité? C'est pour que vous compreniez qu'on se déconnecte de l'utilisation de l'argent. Quand on a donné l'argent, on a donné. Vous ne vous occupez pas de ce qu'on a fait. Ok. Je mets cette petite étape pour attirer l'attention sur une chose. Quelqu'un vous prend l'argent et va construire des maisons à 300 millions. Il doit vous revendre et il vient pour vous revendre les maisons qu'il a construites. Il va vous revendre à combien? À vous, à qui il a pris l'argent, il vous revend à combien? C'est vraiment des cas extrêmes. Moins que ça, vous allez comprendre, mais il faut aller dans le cas extrême. Version 60 millions. Un membre de la tontine va acheter la maison à combien? À 60 millions ou à 75 millions? À 75 millions. Pourquoi? 75 millions parce que la marge c'est 15 millions. C'est compliqué. Pourquoi il a acheté à 75 millions? Parce que la marge c'est 15 millions. Maintenant, sur les 60 millions, est-ce que vous avez fini de payer le gars qui a construit? Est-ce que vous avez fini de payer le gars qui a construit? Pas encore. Supposons que vous ne lui avez même pas donné 5 francs.
Supposons. La maison vaut combien? 60 millions, 75 millions ou 0 francs. Supposons que vous n'avez pas encore payé le fournisseur. La maison vaut combien? 75 millions ou bien 0 francs. 75 millions. C'est quoi ça? C'est pas ce que les gens appliquent dehors. Je vous ai vu une situation que j'ai vu tous les jours. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce qu'il n'a pas encore sorti l'argent. Toi tu fais ça. C'est parce que tu m'as expliqué les cas. Toi tu fais ça. Parce qu'il n'a pas encore sorti l'argent. Les gens ne commencent pas à acheter. C'est tout ce que je dis. Parce qu'on m'a dit qu'il a dépensé combien pour avoir les 75 millions. Ignorant qu'il a réussi à faire que quelqu'un a conçu à crédit de 60 millions. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça le leadership, c'est ça l'engagement. Tu dois 60 millions à celui qui a construit. Bien évidemment. Mais je dis qu'ici, dehors, les gars ne vont pas acheter à 75 millions parce qu'ils disent que tu n'as pas dépensé ton argent. Qui dépense quoi? C'est ce que tu dis maintenant parce qu'on parle sans que tu ne sortes l'argent. Ouais, ça fait la vie que tu n'as pas, tu n'as pas, tu n'as pas. C'est comme ça que ça se passe dehors. La cantine, c'est à 14h. Un gars dit qu'il va donner l'argent à 19h. Il a échoué la cantine, il n'a pas échoué. C'est pas ça. C'est quel genre de règle ça fait? Et on dit membre de la cantine, donc c'est là, tout le monde le connaît bien. C'est pas ça. Mais tout le monde le connaît bien ou pas? On le connaît. Il est dans la cantine depuis 20 ans. Attends. Il est dans la cantine depuis 20 ans. C'est comme il a fait la cantine. La cantine, c'est à 14h. Il dit qu'il va donner l'argent à 19h. On dit, monsieur, tu as sur la cantine. Alors, quand vous mettez ce genre de règles dans vos relations, dans ce que vous faites, vous attendez à quoi comme résultat? Vous attendez à quoi comme résultat? Et quand tu es sur la cantine, une fois, deux fois, trois fois, qu'est-ce qui arrive? Pénalité. Pénalité, on te radie à vie. Tu meurs, personne ne vient à ton deuil. C'est un membre de la cantine qui vient à ton deuil. Il paye combien de casiers de bière? Souvent, c'est même 2 casiers ou 1 casier. Mais c'est la honte que les gens évitent. Tu meurs, personne ne vient à ton deuil. C'est pas ça qu'il y a dans le règlement intérieur de la cantine. C'est ça. Non, peut-être que je m'exprime mal. C'est ça. C'est pas ça qu'il y a dans le règlement intérieur de la cantine. C'est que je n'ai pas cantinat. Tu fais la cantine 20 ans, après tu n'as eu qu'à cotiser. On t'exclut. Tu sais à quoi tu ne cotises plus. Parce que tu es malade. Si par exemple, moi je dis ça, maman a 75 ans. Ça fait peut-être 5, 6 ans qu'elle fait de cantine. Elle a fait la cantine toute sa vie. Elle a encore droit à l'aide, machin, Dieu. Elle a encore droit à l'aide, machin, Dieu. Elle a encore droit à l'aide, machin, tout ça. Elle a encore droit à ci, elle a encore droit à ça. Elle a encore droit à ci, elle a encore droit, elle a. Est-ce qu'on se comprend? Tu es à la cantine, tu es malade, tu peux te cotiser. Tu es malade, on te donne l'aide d'une maladie. Non, on te donne l'aide. Mais à cause de l'aide, tu as cotisé. La cantine va te supporter. On ne réagit pas. Peut-être, je ne fais pas la cantine, donc peut-être je m'exprime mal, mais je veux que vous compreniez le message. Laissez les exemples que je prends, parce qu'un continent, même si c'est vrai, il va réussir à justifier que ce n'est pas ça. Parce qu'il ne sait pas où on va. En fait, où on part, c'est quoi? Je vais lire la leçon. Le cas 2 soulève la problématique de la valeur apportée par un nom ayant droit, qui justement ne lui donne aucun droit juridique et dans le bon sens. On a aussi la situation de l'engagement envers les prestataires qui n'impacte pas négativement la valeur des biens. C'est-à-dire que
la relation qu'on a avec les prestataires n'impacte pas la valeur du bien. Qu'on est à payer ou pas, ça n'impacte pas. Mais les gens qui mettent l'argent électrique dans leur tête, vous leur expliquez ça sans payer, ils ne vont pas comprendre. Pas parce que c'est vrai qu'ils font, pendant que vous parlez, ça donne exactement ce qu'ils veulent faire, vous voulez l'accepter pourquoi. Bon, je ne réussis pas à bien restituer, mais c'est dit comme ça et je crois qu'on va avancer. Donc, retenez quand même, qu'est-ce qui m'inspire tout de même? Qu'est-ce qui m'inspire ce cas-ci? Vous avez quelqu'un qui prend de l'argent aux gens, après ne rembourse pas. Et ce qu'il a fait avec l'argent là, il vend aux gens à qui il doit de l'argent et qui doit mettre son bénéfice dessus. C'est ça le problème. Est-ce qu'on se comprend maintenant? J'ai ton argent, je ne rembourse pas. Quand tu viens tu t'auras acheté de 8 et te prends 100 000, acheter de 8 de 100 000. Tu me réclames ton argent, je n'ai pas l'argent. Maintenant, je te convainc d'accepter mon dit à 150 000. Tu dois acheter à 150 000 et à 100 000. Et si elle te le vend à 150 000, il peut te rendre. Elle a dit 100 000. Vous voyez, maintenant, elle dit 100 000, elle a dit 150 millions. Elle n'a pas bien compris. C'est pas, vous comprenez facilement parce que vous ne prenez pas ça sur vous. Je te dois 100 000, j'achète le prix avec les 100 000. Tu me réclames ton argent, je te remets ce que j'ai acheté avec les 100 000 et je demande que tu me donnes 50 000. C'est ça les affaires. Mais parce que je n'étais pas obligé d'acheter le stylo, mais moi j'ai pensé acheter le pic. Question. Est-ce que, question, à combien un membre de la tontine que tu as acheté une municipalité? C'est à la tontine que tu as pris l'argent, non? Comprenez bien les perversités. Hein? C'est-à-dire quand tu me donnes ton argent, je ne dois pas les produire avec ton argent. C'est comme ça que nous nous comportons. Les gars sont méchants. Ils vous détestent parce que vous avez pris leur argent et vous avez tout touché. Ils vous détestent. Ils disent bien, tu peux vendre à quelqu'un d'autre, mais pas à moi. Regardez jusqu'où on est arrivé en train de perversité. Donc quand quelqu'un te donne son argent, tu ne dois pas produire son argent. Tu ne dois pas prospérer avec son argent. Mais c'est ce que ça veut dire. C'est pas ça. C'est ce que ça veut dire. Que tu ne dois pas prospérer avec son argent. Ou bien prospérer avec les autres, mais mon frère. Mais les gens le disent non plus. Et c'est normal. Les gens vont au commissariat faire des plaintes que non, il a fait ci, il a fait ça, il a fait. Il est cohérent dans sa chose. Et tu vas aller en prison. Et il paye pour que tu ailles en prison. Et quand on te réfléchit, au fond, tu as pris son argent, tu ne dois pas utiliser son argent. Le monsieur avec qui j'ai laissé ton set, il dit je le mets en partenariat avec Ahmed Télé à Bafoussam. Ahmed Télé est le représentant de sa société. On vend le whisky. On vend le whisky. Alors, pourquoi ça ne marche pas à Bafoussam? Parce que quand les gens vendent, on ne lui envoie pas l'argent tout de suite. Et ces gens sont ses employés. Maintenant, quand je le mets en contact avec Ahmed, Ahmed n'est pas son employé. C'est le contrat. Il est partenaire. Et j'ai interdit à Ahmed que quand tu vends, tu ne payes pas. Tout l'argent de payer. Attention. Parce que Denis, lui, tous les jours, il appelle Ahmed. Je viens de voir qu'on a vendu, envoie-moi l'argent, envoie-moi l'argent. Toutes les secondes, envoie-moi l'argent, toutes les secondes. Et j'ai dit à Ahmed, attention. Attention, attention, attention. Tu as les paiements, tu cumules, à la fin du mois, tu fais où il y a la semaine, ou à la fin du mois, tu travailles pour vous. Mais pas de tomber, monter. Ça a duré 1 an. Et j'ai dit à Denis, j'ai dit à Ahmed de ne pas te payer. Et c'est justement parce qu'on ne le payait pas qu'il a fermé Bafoussam. Et quand on rouvre, on rentre encore dans les pratiques. Il dit, mais c'est justement pour ça que j'avais fermé. Il avait raison de fermer ou il avait eu tort. Si ce n'est que ça, il avait eu tort de fermer.
pas ce que ça fait. Est-ce qu'on se comprend? Vous ne ressentez pas ce que ça fait. Mais quand j'appelais Amel, j'ai dit que Denis est venu me voir, que depuis 3 jours, là, quand tu banques, il voit que quel client a payé, que le client est le client de la société. Hein? C'est le client de la société. On envoie les produits de Douala, ça arrive à Baboussa. Avec les produits illégaux. On paye 3 millions. Il lui dit, bloc, n'envoie pas chez Denis. Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi? Parce qu'il est partenaire. Attention. Parce qu'il est partenaire. La caisse de son entreprise n'est pas la caisse de l'entreprise qui est à Douala. Et quand il reçoit 3 millions, il envoie, normalement c'est la prison. Parce qu'en comptabilité, il est interdit d'indexer un produit à une charge. Ça, c'est l'un des principes comptables. On n'indexe pas les produits et les charges. Ça veut dire que si dans le chantier de construction de cette maison, et que tu me donnes l'argent du ciment, je dois aller payer mes factures d'eau à mon bureau avec, je dois aller mettre ça dans le chantier de quelqu'un d'autre. Si je prends l'argent du ciment de ton chantier pour acheter le ciment dans ton chantier, ça c'est la mauvaise gestion. Il y a un principe comptable qu'on appelle l'unité de caisse. Quand l'argent rentre dans la caisse pour le ciment, c'est pas ça. Le caissier avait ses priorités de paiement ou pas? Il avait. Est-ce que c'est même bête? Donc, quelqu'un te fait un paiement et il appelle le chantier, on lui dit que non, on n'a pas livré le ciment aujourd'hui, il t'appelle. Que mais attends, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et c'est même pas lui qui t'appelle, c'est un commissaire qui t'appelle. Même pas un DV1, c'est le commissaire directement qui t'appelle. Pour ne pas dire que c'est même depuis Yaoundé, que la DGS t'appelle. Escroquerie et abus de confiance. Il t'a donné l'argent pour acheter le ciment de son chantier. Et on dit que depuis 2 jours, le chantier est arrêté. Est-ce qu'il y avait vraiment eu escroquerie avec le confiance? Pas du tout. Tu es une entreprise qui a une seule caisse. Quand l'argent entre dans la caisse, c'est la caisse de l'entreprise. Ce n'est pas la caisse du projet. Et l'entreprise n'a pas qu'un seul projet. En mettant dans le chantier, là, il débloque un paiement de 150 millions. Et il vient dans ton chantier faire que le chantier avance plus vite que l'argent que tu lui donnes. Et quand il se limite à quoi, ça veut dire que si tu as beaucoup d'argent, ton chantier s'arrête. Et quand ton chantier s'arrête, c'est lui qui perd parce que les employés ne vont pas travailler et ils n'ont pas de compétences. Et ça bloque le prochain chantier. Il a une programmation de ses employés. Il a une programmation de ses techniciens, de ses ingénieurs. Est-ce que vous comprenez comment on quitte l'économie? Est-ce qu'on se comprend? Il ne prend pas certaines commandes parce que les employés sont bloqués. Et en même temps, le jour qu'il achète le ciment, tu as déplacé la bétonneuse. Il achète le ciment, il donne l'argent, on achète le ciment, on met au chantier. Et quand il demande, on lui dit que depuis 2 jours, on n'a pas encore couru la dalle. Il t'appelle. Mais est-ce qu'il sait ce que c'est que gérer une bétonneuse? Est-ce qu'il sait ce que tu as comme contrainte? Pas du tout. Tu as tes contraintes. Tes contrôleurs ne sont pas seulement de contrôler un seul chantier. Il y a une programmation. Alors, quand tu vis avec un téléphone qui sonne toutes les secondes, elle donne l'argent à tel. Oui, alors on voit tel. Est-ce qu'on a acheté tel? Tu es en train de gripper tout le fonctionnement de ton entreprise parce que tu t'occupes de la dernière personne qui a payé. Tu n'es pas en train de gérer les mouvements d'argent. Tu n'es pas en train de gérer les engagements que ton entreprise a pris dans les divers chantiers. Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est ça le problème. Avec tout ça, vous voulez qu'on fonctionne comment? Vous voulez que les entreprises durent comment? Si on ne paye pas un employé, il ne travaille pas, vous voulez que ça fonctionne comment? Ok, 3e étude de cas. Achat d'un véhicule à crédit. Bon, l'anecdote ici, moi, avec une cité l'anecdote. L'anecdote qui me fait créer ce cas,
c'est que mon ami de Nusico, il me dit, un jour il m'appelle, il dit, Roland, c'est aujourd'hui que je comprends que quand je n'ai pas encore fini de payer une voiture, elle m'appartenait quand même, ou elle m'appartient. Après un an, donc c'est une discussion qu'on a. Je dis que mais tu as acheté une voiture, tu n'as pas encore payé. La carte de grise à quel nom? À mon nom, moi qui ai acheté la voiture. L'assurance à quel nom? C'est à mon nom. Qui utilise la voiture? C'est moi qui utilise la voiture. Mais il dit que la voiture ne lui appartient pas parce qu'il n'a pas encore payé. Et c'est ce qu'on met dans les contrats. Quand vous achetez un bien, on dit que quand il n'a pas fini de payer, la société peut encore reprendre. Ça, c'est pas des aberrations. Parce qu'il n'y a aucune relation entre le service et le paiement. L'achat n'est pas le paiement. Tu achètes et tu payes. Tu achètes et tu payes. Quand je vais dans un hôtel, je suis champion, je ne paye rien en cash. Quand je vais dans un hôtel, genre, celui qui est assis à la caisse, la veille me laisse entrer. Je paye à la sortie. Vous allez faire quoi? On a mis la plaque partout, payer avant de dormir, payer avant de manger. Et je mange au restaurant, attention. Vous mettez dans ma facture. On a beau mettre des panneaux, payer avant de le crédit était mort. Vous croyez que l'entreprise peut fonctionner sans crédit? Vous croyez que tous les clients de l'hôtel là, comme le gars, vous appelez le directeur, dit que non, monsieur, il faut que ici chez nous, tout le monde paye, même le patron. De toute façon, mes amis sont les patrons, non? Tu pars dans le restaurant des directeurs avec lui, il mange, il paye. Donc il nous offre à manger, n'est-ce pas? Il paye. Vous dites qu'il est un gars bien. Moi je comprends qu'il est un gars pauvre. Tu donnes quelle leçon à qui? Quand dans ta propre boîte, ta société n'a pas confiance à toi. Quel que soit l'hôtel, et quelles que soient les règles, quels que soient les abus qu'il a eu, il y aura toujours des situations où il y a le crédit. Donc on s'accorde là-dessus. Donc même si on va au commissariat le plus proche de l'hôtel, pour peu que je suis calme et gentil, les enquêteurs, quand le plaignant va partir, les enquêteurs vont dire que il y a même tel qui a le crédit. Qu'ils étaient m'embauchés avec tel, il a gagné. Les enquêteurs vont te dire ça. Parce que quand tu t'exprimes, puisqu'ils ont déjà géré des cas comme ça, c'est le contraire du quartier, non? Quand tu parles sur le chef du quartier pour le problème, il est habitué à ça, non? Il sait que toi tu déranges. Est-ce qu'on se comprend? Très bien. C'est-à-dire que les gens qui vont vous écouter vont savoir que toi tu déranges parce que tu es habitué à ce cas-ci. Et ce n'est pas dans tous les cas que tu as finalement raison. Alors si à l'hôtel on ne fait pas le prix, ça va commencer sur moi. Puisque même pendant que tu discutes avec le gérant, le patron passe. Il sourit. Ou il y a deux secondes le gérant parce qu'il va dire au gérant, mais ça ton ami a dormi ici sans payer. Merci. N'est-ce pas que mon ami a dormi ici? Donc quand vous négociez le crédit, jouez sur cette fibre-là. Vous n'êtes pas en train de tuer l'entreprise. Vous êtes en train de faire que son chiffre d'affaires augmente. Mais comme je vous ai dit, la société vous déteste parce que vous voulez que la société progresse. La société vous rejette parce que vous voulez que la société progresse. Comme vous dites, ce n'est pas facile de défendre ses intérêts. Et la meilleure façon de défendre son intérêt, c'est quand on défend pour le voisin. Ok. Donc, la société X a négocié et obtenu l'achat d'un camion de, disons, de 200 millions à crédit pour une valeur de 180 millions. Un camion à crédit pour une valeur de 180 millions. Allons-y. À qui appartient le camion et à quel nom a été établie la carte grise et l'assurance du véhicule? Je vais l'expliquer, non? Mais les gens qui donnent de l'argent dans leur tête, expliquer là, ça 100 ans. Ils ne vont pas comprendre. Pas parce qu'ils ne veulent pas que c'est dans leur sang. Le système est
Il ne va pas te dire pourquoi il braque, mais il ne va pas accepter. Il ne va pas te dire pourquoi il braque, parce qu'il ne comprend pas pourquoi il braque. On te dit c'est comme ça, on a toujours fait. Fais aussi ta partie. Tu peux rester au pays. Ok. Il est quelle heure? Il est 12, ça fait 2 heures. Bon. Premier mécanisme sur 5. On a fait 2 heures de temps. Ok. Avançons. Je crois que je vais pousser. Mécanisme du taux. Mécanisme du taux d'ouverture et stratégie globale de financement. On va enchaîner. Ok. Le mécanisme du taux d'ouverture permet de distinguer le taux d'ouverture au premier tour de table, que nous appelons T1, le taux d'ouverture au deuxième tour de table, que nous appelons T2, et le taux d'ouverture lors de l'introduction en bourse, que nous appelons T3. Et voilà ça, comment on se présente dans l'application, vous allez dire, le n'avons pas comprendre. Dans l'application, voici le taux au premier tour, ça veut dire qu'on a ouvert 15%. Voilà le taux qui reste au fondateur. Au premier tour, il reste au fondateur 85%. Ça veut dire qu'il a ouvert 15%. Au deuxième tour, il reste au fondateur 75%. Les fondateurs, ils sont nombreux. Ça veut dire qu'ils ont d'abord ouvert 15, après ils ont encore ouvert 10. Ça fait 25. À la bourse, il reste au fondateur 65%. Ça veut dire qu'ils ont encore ouvert 10. On se comprend? Donc, dans un de leçons, on dirait, dans ce cas, quelle est la valeur de T1, quelle est la valeur de T2, quelle est la valeur de T3, beaucoup vont rater. Parce qu'il y a un glissement. Il faudra comprendre que la somme doit toujours être 100. Donc, stratégie globale, voilà le taux d'ouverture. Le mécanisme c'était un T2, T3. Stratégie globale, il y a le commentaire, rappeler ici les stratégies. Ok. Je dois rappeler les stratégies de portage et la couverture du risque de dilution au deuxième tour de table. Indiquer aussi la protection de la trésorerie des investisseurs. Waouh. J'ai expliqué tout ça hier. Alors, qu'est-ce qu'on fait? En fait, je vous ai parlé hier du portage. Vous voyez que quand on est à la fin, les fondateurs ont 65%. Ça veut dire que 65% de là n'appartenait pas. C'était en portage. On se comprend, non? Ça là appartenait pas, c'était en portage. Nous avons eu un cas, le cas pratique c'est après. On a eu un cas où on a vendu à 90%, là il veut seulement 15%. Donc on a encore donné 5%, sauf que c'était le portage. On se comprend maintenant. On dit que les 5% si on te donne, c'est pas pour toi. Mais tu as tous les droits dessus. Ça veut dire qu'au prochain tour, quand on va au deuxième tour, au lieu que les fondateurs donnent 5% sur les 10, ils vont se donner 5. Et quelqu'un qui était aussi en portage va se donner 5. Je dois aussi parler de la couverture. La couverture de la protection de la trésorerie. Ok, il y a une règle en affaires. Si vous me rappelez, je vais faire passer la vidéo de Nana Tidine, le cours de Nana Tidine. Quand vous donnez des délais pour quelque chose, ce n'est pas des délais figés. C'est quand cette chose-là se passe qu'on passe à l'étape suivante. Ce n'est pas quand le délai arrive qu'on passe à l'étape suivante. Qu'on soit clair. C'est quand la chose pour laquelle on avait donné un délai arrive qu'on passe à l'étape suivante. Est-ce que vous avez compris? Donc quand tu dis que j'irai attribuer le 15 janvier, ce que tu ne dis pas c'est que
à crédit, je vais être à mon ami qui vient de l'Europe. Donc ton ami vient de l'Europe le 14 et tu le retrouves à crédit le 15. C'est pas ça. Maintenant, si on te dit qu'il n'est pas à crédit, tu vas aller à crédit le 15. Non. Par exemple, le patron va dire que tu es un malhonnête, tu vas dire que tu partages à crédit le 15. Voilà, le don, tu es toujours là. Tu es un bandit, tu es un malhonnête. Tu avais emprunté de l'argent pour l'opération, que tu rembourses le 16. Dans ta tête, ce n'est pas le 16 que tu rembourses. C'est quand tu arrives à crédit que ton ami de l'Europe te donne l'argent et tu rembourses. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, quand le 15 tu ne pars pas, le 16 tu ne pars pas, tu pars le 17. Et ton ami est arrivé le 16, le 18 tu le vois, ou le 17, il te remet l'argent. Et tu renvoies à celui avec qui tu avais donné rendez-vous le 16. C'est pas ça? Mais entre le 16 et le 18, mon frère, c'est toujours la même chose. Hein? Entre le 16 et le 18, tu es l'homme le plus malhonnête de la terre. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça le point de notre environnement. Donc, je voulais dire ici que les conditions pour passer du premier tour au deuxième tour, pour passer au deuxième tour de table, c'est quand on se rassure, c'est notre modèle, que les investisseurs ne sortiront pas l'argent de leur poche. Pardon, les ayants droit, ceux qui sont là maintenant au premier tour, ne vont pas sortir de l'argent dans leur poche. Donc, c'est l'argent que la société aura tourné. Et comme on n'est que dans les calculs de valeur, et dit argent, on n'est que dans les calculs de valeur. Donc, à tout moment, quand on va faire, au moment de faire le deuxième tour de table, on fait la valorisation. Ça fait régler. Quand on fait la valorisation, seulement quand on fait la valorisation, la fait régler. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que pour le deuxième tour de table, on devait ouvrir une barre à Garoua. On a prévu qu'on fait ça en 4 ans. Après 3 ans, on a des investisseurs de Dubaï qui veulent entrer à Bala. Et si ces investisseurs-là, Bala, on tape 20 milliards par derrière, vous allez comprendre tout à l'heure. Avec un 20 milliards de alpha, la frustration, non? La prime de frustration, vous allez comprendre ça. Si vous avez une prime de frustration, le bénéfice de 20 milliards, et qu'en procédant au deuxième tour, on va vous demander, parce qu'il y a l'augmentation de capital, on va vous demander 2 milliards. Vous allez attendre 4 ans. Je crois qu'il y a plusieurs choses. On a une cible qui peut nous donner 20 milliards. Et que pour intégrer cette cible-là dans la société, il faut augmenter le capital et de le vendre. Maintenant, en augmentant le capital pour vendre, il se passe que moi qui avais mis 20 millions dans la société, quand on augmente le capital, je dois encore mettre 2 milliards dans la société. Est-ce que j'ai les 2 milliards là? Est-ce que j'ai ça? Non. Mais comme les gars vont acheter à 20 milliards, on fait notre valeur, nos calculs financiers, les gars disent que oui, c'est bon. C'est pas ça. On vient donc faire l'augmentation du capital. À la fin, les actionnaires là, on leur donne plutôt l'argent, bien sûr, dans leur poche. On leur donne l'argent. Je sais que ça dit un peu lourd, c'est un peu bizarre, mais c'est peut-être pour les morceaux. Rassurez-vous, c'est moi que je suis cohérent dans ce que je dis. Si ça vous, si je ne manque pas trop, voilà. Si je ne manque pas trop, comme on est ensemble depuis 2-3 jours, vous dites que bon, accordons ça, mais demain on va le connaître. Ok, donc je crois que j'ai tout expliqué. La dilution, bon, on passe. Ok. Nous avons vu donc quelques notions. On a vu le taux. On a vu les taux. Ah, donc depuis je n'ai pas encore vu ça. Les déterminants de la stratégie de financement sont nombreux. Et ils permettent. Je vais relancer ça.
Les déterminants de la stratégie de financement sont nombreux et ils permettent de paramétrer l'algorithme de base pour la valorisation du projet. Il s'agit de le capital de démarrage, K1, c'est le business plan qui me donne ça. Le capital ouvert au premier tour, K0, c'est le business plan qui me donne ça. Donc s'il n'y a pas de business plan, il n'y a pas tout ça. Beaucoup de gens ont le business plan avec tout ça, mais ils ne valorisent pas. Est-ce qu'on se comprend? Le taux d'ouverture au premier tour de table, T1, on l'a déjà vu. Le taux d'ouverture au deuxième tour de table, T2, on l'a déjà vu. Le taux d'ouverture à l'intelligence en bourse, T3, on a déjà déclaré ça. Le montant de l'investissement déjà réalisé égale. Ici, c'est quoi? Il fallait qu'ils mettent ça en rouge. Le montant de l'investissement déjà réalisé égale, parce que là, on vient de retrouver un problème. Tout à l'heure, on a vu que l'investissement déjà réalisé, c'était une valeur patrimoniale. On a vu ça, non? Après, on a vu l'engagement qui était leadership. On a vu. C'est pour ça qu'on avance en boucle. Ici, dans le montant de l'investissement déjà réalisé, qu'on appelle investissement, est souvent la dépense plus les engagements. Donc, l'investissement que vous avez réalisé, c'est 5 milliards. Ce n'est pas 3 milliards. C'est 5 milliards plus 2 milliards. Mais le développement des gens, c'est limite à 3 milliards. Donc, normalement, ça doit être en rouge. Le montant de l'investissement déjà réalisé égale D plus E. I est égal à D plus E. Je vous ai annoncé qu'il y aura les mathématiques, donc si vous dormez, c'est votre problème. Ok. Autre élément de la stratégie globale de financement, et cette stratégie globale, on l'a vu hier. Vous vous souvenez, on avait court terme, moyen terme, long terme. On a aussi le coefficient de promotion, CCP. Le coefficient de contribution, non, on a le coefficient de promotion qu'on a vu. On a le coefficient de contribution au compte courant qu'on a vu. On a le coefficient de prime d'émission, alpha, qu'on a aussi déjà vu. On a le coefficient de capital. Tout ce qu'on a encore vu, bon, moi je l'ai déjà. Et on a la part spécifique. Le coefficient de capital, c'est en fait la relation entre le capital, c'est comme ça, entre le capital et le compte courant. La part spécifique des copromoteurs, on a aussi vu ça. On leur donne une bonne part au copromoteur qui est le PCA, le futur PCA. C'est un honneur qu'on lui fait et il faut qu'il ait beaucoup d'argent. Ces déterminants permettent de calibrer les accords et conventions de partenariat entre les actionnaires actuels et ceux à venir à court, moyen ou long terme. Les statuts ne pouvant totalement les codifier, le recours à un pacte des actionnaires sera nécessaire. On a vu ça hier, le pacte des actionnaires. Là, on n'a pas trouvé les statuts parce qu'on suppose que tout le monde comprend ce que c'est que les statuts. Que vous avez minimalement une idée. C'est bon? Voilà. Donc, sur ça, on va prendre la pause à ce niveau. Et le prochain point, c'est le compte courant associé. Ok. Donc, s'il y a des questions, dans le groupe WhatsApp, est-ce qu'on est à la pause? Une pause, c'est une pause. Les questions, mettez-les dans le groupe WhatsApp, s'il vous plaît.